Merci de te prêter au jeu d'interview, Steve. Je réalise des interviews puisque j'ai repris mes études en économie sociale et solidaire. Et c'est l'occasion pour moi de réaliser un mémoire sur le thème des écolieux. Et c'est pour ça que je souhaitais pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Et donc ma première question, c'est de savoir si tu pouvais te présenter, me dire qui tu es et voilà, ce que tu veux sur toi. Je m'appelle Steve Reid, je suis permaculteur depuis jusqu'à 30 ans maintenant. Et moi je suis ici, je suis à la Messicole dans l'Ardèche. Et puis voilà, donc, on est ici depuis février 2016. Et avant ça j'étais en Bretagne. Est-ce que tu t'intéresses à la politique? On m'a dit que je ne suis pas politique parce que je ne fais pas partie d'un parti politique. Donc si je ne fais pas partie d'un parti politique, je ne suis pas politique. Donc j'ai compris que pour certaines personnes, il y a des définitions de qu'est-ce que c'est politique qui sont assez réduites. Et je préfère parler de gouvernance. Mais si tout ce qu'ils nous proposent depuis plus que 40 ans maintenant dans la permaculture, c'est une reconstruction sociale, de reconstruire nos systèmes agricoles, de bâtiments, économiques, sociaux en général. Et du coup, ça, dans le sens large de la terme, c'est politique. Parce que nous, on veut transformer nos sociétés, donc les systèmes de gouvernance. Parce que si, c'est très simple dans la permaculture, si quelque chose marche bien, ben on ne change pas. Si ça ne marche pas bien dans un système, on va essayer d'explorer pourquoi, et par la suite le changer ou l'adapter pour que ça marche mieux. Et si quelque chose est pas éthique, qui provoque l'iniquité, qui détruit l'environnement, qui prend pas soin de la terre, les humains, choses comme ça, on va l'éliminer du système. Donc le parti politique, en gros, c'est d'observer des systèmes de gouvernance, de gouvernement, comment ça marche, et juste poser ces questions-là. Est-ce que ça prend soin, est-ce que c'est bien, est-ce que ça marche bien, est-ce que des choses à changer, ou est-ce qu'il y a des choses à éliminer? Donc c'est les questions de base. Et puis par la suite de trouver les formes de gouvernance, parce que chaque commune peut décider quelle forme de système il veut utiliser, qui aura une base éthique. S'il y a un système de gouvernance qui ne prend pas soin des humains, ben, c'est pas adapté. S'il ne prend soin pas de la terre, c'est pas adapté. C'est très simple. Effectivement, ça a l'air simple. Au futur, pour les générations futures et compagnie, c'est pas adapté. C'est assez simple. Je pense qu'il y a un truc aussi, souvent quand on te pose cette question, est-ce que tu t'intéresses à la politique? En fait, tu vas réagir à quelque chose qui est déjà un cadre, qui est déjà posé. Voilà, il y a déjà des règles, il y a déjà un fonctionnement. Et donc s'intéresser en fait, c'est réagir à quelque chose qui existe déjà. Et souvent, quand tu es dans la réaction, et tu n'es pas forcément ni dans l'action, ni dans la proposition. La question, elle induit en fait un peu un truc de perplexité, du genre, oui, je m'y intéresse, mais en fait, de quelle manière et quelle est ma marge de manœuvre, en fait. Et donc, je ne sais pas si c'est vraiment la question de s'intéresser à la politique, ou plutôt de se penser comme être politique. Si on veut contrôler les gens, en général, c'est quelque chose qui vient des arts martiaux, qui vient de plein de domaines. On les garde, on crée des situations où ces gens sont toujours en réaction. Et quand je suis toujours en réaction, ça veut dire que j'ai une longueur de retard par rapport à ce qui se passe. Et en plus, je ne suis pas stable. Donc c'est compliqué à être devant un aplomb. Alors la permaculture me permet, et d'autres personnes aussi, d'être dans une position d'action plutôt de réaction. Donc j'observe un système dans une manière assez dispassionnée et j'utilise est-ce que ça prend soin de la terre, ça prend soin des humains, est-ce que ça crée de l'abondance, et par la suite je dis voilà, non. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour réorganiser ça pour que ça prenne soin de la terre, ça prenne soin des humains, ça respecte la vie. Oui, et donc agir plutôt que de... Voilà, agir plutôt que réagir. Ouais. Ouais. Tu m'as dit que tu étais écologue, que tu as été écologue. Tu m'as parlé aussi de la permaculture, donc tu es permaculteur. Est-ce que tu identifies un ou plusieurs éléments déclencheurs qui t'ont amené à t'intéresser à l'écologie et à la permaculture? C'est pas simple, cette pollution. Quand j'étais très jeune, on a passé
4 ans à habiter à Milan. Donc à cette époque, c'était super pollué et mon frère était tout le temps malade, mais je me posais des questions pourquoi. Il était bien plus jeune que moi. Et donc une masse corporelle moins que moi, etc. etc. Et j'ai arrivé à la conclusion que c'était à cause de la pollution. Et donc j'avais genre 2 ans et j'ai commencé à explorer le sujet, qui m'a amené dans une position d'être activiste, mais dans la réaction, tout le temps en train de lutter contre des choses, qui est très énergivore et c'est très déprimant. Et puis par la suite, je cherchais quelque chose qui pouvait m'aider à devenir plus actif, moins réactif. Et donc j'ai tombé sur la permaculture, donc j'ai lu ça, j'étais vraiment d'accord avec Bill Mollison dans son livre, c'était vraiment dans le sens, dans le sens que je voulais aller. Et donc j'ai approprié ça comme ingénierie, qui m'a permis par la suite de devenir activiste et puis réactiviste. Dès que j'ai commencé à regarder la pollution, j'ai commencé à regarder plus généralement. J'étais assez jeune, mais je pense que j'étais quand même politiquement assez précoce. Et ça m'a mis tout de suite dans cette histoire de pauvreté et toutes les choses qui ne devaient pas exister, quoi. Et je pense que, comme la plupart du monde, tout le monde, on a une espèce de base comme sensibilité par rapport à ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Et moi, j'avais ça, je pense comme tout le monde. Et je trouvais ça vraiment pas juste que ça existe. Ça existait, ça existe toujours, quoi. Donc ça me mettait assez en colère. J'ai passé pas mal de ma vie à être en colère. Et voilà, maintenant ça existe toujours, mais j'ai quand même une ingénierie qui me permet d'essayer d'aider des gens à sortir le pétrin, quoi. Est-ce que tu pourrais me dire, tu connaissais d'autres écolieux avant de pouvoir créer celui-ci? Ouais. J'ai une espèce de petit problème avec le mot écolieu, j'avoue. Parce que chaque fois qu'on définit quelque chose, on limite cette chose à la définition qu'on en donne. Et chaque fois qu'on trace une ligne dans le sable, on dit que ça c'est un écolieu, ça c'est un lieu. Ça fait une division entre les deux. Donc c'est des gens, on n'est pas écolo, nous on est écolo. Qui n'a pas de sens pour moi. Il faut qu'on parvient à tous aller quelque part, mais pas dans la direction où on va actuellement. Changer de cap. Et du coup, j'essaie d'éviter d'utiliser ces termes-là. Après, j'ai parlé très souvent avant, encore une stratégie générale depuis 30 ans, c'est ce que j'appelle la même planète, notre monde. Donc l'idée dans ça, c'est qu'au lieu de lutter contre le système actuel, on va attirer les gens vers quelque chose qui est encore mieux pour nous, pour eux, pour la planète, pour les générations futures, etc. Donc c'est pas pousser, c'est attirer. Et du coup, on peut les appeler des écolieux, mais l'idée c'est de créer les lieux qui sont juste simplement, il y a l'équité, ils sont écologiques, entre guillemets, les gens vivent bien, ils ont une bonne qualité de travail, bonne qualité d'air, bonne qualité d'eau, des choses comme ça, donc un lieu comme ça qui peut par la suite attirer d'autres personnes à s'investir dans ce lieu, mais c'est pour aussi simplement inspirer d'autres personnes à adapter les stratégies et autres, les démarches utilisées dans ce lieu-là à les contextes de leur lieu à eux pour transformer ce lieu-là. C'est plus dans ce sens-là que je vois les choses. Et pour répondre spécifiquement à la question, avec cette histoire de proposer des formations, donc j'ai quand même visité pas mal maintenant, pour ce que ça fait depuis l'année 2000. Maintenant, je propose des formations en France. Donc c'était des lieux qui existaient, qui m'ont invité à l'époque, parce que c'était pas très connu la permaculture. Donc j'ai visité, j'ai vécu un peu de temps, etc. Ouais. Mais bon, je ne vais pas faire que on ne les appelle pas les écolieux, c'était... Je comprends.
Je comprends. Ce sera intéressant. Petit clin d'œil dans mon mémoire par rapport à cette réflexion. Voilà, c'est comme diviser pour mieux régner, quoi. Il faut qu'on y va tous ensemble. Créer une espèce d'éco-bourgeoisie, tout comme ça. Ouais. Est-ce que pour toi, la Messicole fait partie de l'économie sociale et solidaire? Pas comment, ça dépend comment on va définir l'économie solidaire. Dans le sens que nous, on fait une promotion de tout ce qui est production de proximité, l'économie de proximité, des échanges de proximité. Oui, dans ce sens-là. Mais si tu veux, dans le sens que les gens vont entendre ça, qu'il y a une monnaie complémentaire, un système d'échange local, mais il y a un système d'échange local, mais ça c'est juste des techniques, en fin de compte, des stratégies qui pourraient être utiles dans un quartier, ou dans un village, mais ce n'est pas obligatoire. Donc ça dépend comment les gens entendent cette histoire d'économie. Tu as dû définir ça, comme ça je peux peut-être mieux répondre. Je trouve que tu as bien répondu. Ah d'accord, ok. Ouais. L'économie des proximités, ça en fait partie. Ouais, vraiment. Moi, je fais, comme je fais aussi des études en économie, et ça c'est quelque chose que j'en ai parlé pendant longtemps maintenant, et en plus c'est vraiment au cœur de la permaculture, donc c'est de faire une promotion de tout ce qui est de proximité, d'éliminer des métriques comme le PIB et des choses comme ça qui ne servent à rien, et qu'on adapte ce genre d'outils simplement pour regarder, de faire une croissance de l'économie de proximité du village, donc créer de plus en plus d'activités, que les gens puissent faire la plupart de leurs courses au sein de l'économie de proximité, qui fait en sorte que tout le monde a plus d'argent. Ça circule plus, donc c'est l'économie de circulation. Et parfois c'est un peu difficile à expliquer. Mais le plus que ça circule, le mieux que sont les gens, quoi. Le plus aisés sont les gens. Et le plus que c'est social et solidaire, logiquement, ou pas? Ouais, c'est solidaire donc pour moi, dans le sens solidaire, c'est dans le sens que on va éliminer tout ce qui est néfaste, qui ne devrait pas avoir lieu dans une commune. Donc il n'y a pas de gens qui sont pauvres, il n'y a pas de maisons insalubres, on est une espèce de solidarité et entraide entre nous, dans le village ici, dans la commune par exemple de Montpezat, et qu'on va éliminer toutes les choses qui ne sont pas bien, qui ne devraient pas être là, quoi. On est capable de s'organiser, de faire des choses énormes. Donc on peut faire ça quand même. Si on peut mettre un robot sur Mars, on peut aller retaper une maison dans le village quand même. Par rapport au territoire justement, est-ce que tu peux me dire quels sont tes liens avec le territoire où se trouve la Messicole et puis les habitants? Mais c'est surtout Anne qui a plus de liens avec les habitants que moi. J'avoue que je suis un peu ours et j'ai tendance à rester ici pour travailler. En plus, il y a beaucoup de choses à faire. Quand je ne suis pas ici, normalement je suis ailleurs, on propose des formations. Alors, le territoire, c'est un concept assez intéressant et parfois on commence à entendre parler de plus en plus de ce qu'on appelle une biorégion. Une biorégion, j'ai vu qu'il y avait un article sur Reporter, juste comme ça, sur ce sujet. Encore une fois, c'est quelque chose que nous en avions adopté il y a 40 ans dans la permaculture. C'est d'utiliser encore les motifs naturels pour recadrer encore nos communes, des choses comme ça. Donc ici, on est dans un exemple classique d'une biorégion. C'est aussi un territoire, un terroir plutôt, une biorégion parce que la vallée ici, ça monte jusqu'à la source en haut dans les montagnes et ça descend jusqu'à l'Ardèche. Donc tout ça, c'est un vallée avec des crêtes. Et donc si on regarde ça par rapport à la pluie, il y a la pluie qui tombe sur les crêtes, une partie qui vient par ici, et une partie qui vient dans le sens. Donc ici c'est un bassin versant, donc c'est une espèce de forme de biorégion. Alors donc les liens que je peux avoir avec ça, c'est que je l'explore, je vois les activités, les gens en amont, les gens en aval. Qu'est-ce qui est ici avant, qu'est-ce qui
qu'est-ce qui était ici avant, qui est disparu, qui peuvent revenir, parce que les choses changent tout le temps. Et qu'est-ce que c'est les gestions des ressources et l'approche bio-régionale, c'est que les gens dans le village s'occupent de leurs propres affaires, leur propre système de gouvernance, nous on gère notre commune, et après une espèce d'organisation intercommunale par rapport à la bio-région. Donc c'est une gestion totale de bio-région. Donc c'est notre forme de gouvernance, notre, pas niveau, mais notre étendue de gouvernance. Donc moi je suis plus dans cette démarche-là, et peut-être à un moment donné je vais commencer à tisser plus de liens et sortir plus d'ici. Après c'est drôle parce que tu oublies quand même de mentionner les fameux cours de yoga. Bah, c'est une activité parmi d'autres que moi je définis en tant que pro-social. Ça fait partie aussi de prendre soin des gens, que je prends soin aussi de moi-même, donc je tisse des liens avec les gens qui viennent, et ça me fait du bien de pratiquer aussi avec d'autres personnes, donc c'est assez chouette. Ouais. Mais bon, on ne fait pas pour l'instant à cause de la pandémie, ça me manque, hein. J'aime bien. Oui, j'imagine. Oui, j'imagine. Je ne sais pas si tu connais l'ouvrage de Thomas More, Utopia. Ouais. Oui, tu connais. Ouais. Bah, ça tombe bien, parce que je me demande, est-ce que tu penses que la Messicole est une utopie? Non. Je ne vois pas comment on peut avoir une utopie au sein d'une dystopie, en fin de compte. Ça va être très compliqué. Sauf que si tu es complètement, je sais pas, encadré dans la tête, tu ne regardes pas des choses qui se passent à l'extérieur. Mais de toute façon, ils vont t'impacter. Parce que nous, on a largué pendant très longtemps, depuis le DDT et compagnie, des molécules de synthèse qui sont persistantes dans l'environnement fulgurant, quoi. Donc ils sont là, ils sont en train de se balader partout, on a trouvé des échelles de DDT sur l'Arctique, l'Antarctique, donc c'est partout. Donc il y a des personnes qui épargnent ça, et des personnes même les plus riches du monde, les plus utopiques du monde, des choses comme ça. Et non, ils sont en train de respirer le plastique, manger le plastique, ils ont plein de plastique dans les fœtus, dans les cerveaux, ils ont des biphénols, des phtalates, ils ont plein, donc tout ça c'est là. Et chaque fois qu'il y a un vent et beaucoup de pollution dans une grande ville, le vent, ça l'amène chez toi. Donc c'est pas les PM 2,5, les particules, ils ne restent pas en ville, hein, ils sortent aussi. Donc nous, c'est aussi un peu connoté comme mot utopie. Oh, tu es utopiste. On va dans ce sens-là. Mais si on... Non, je ne peux pas dire ça, que c'est une utopie ici. Pas du tout. C'est pas en devenir. Mais ça dépend de la commune, ça dépend de la France, ça dépend des autres pays, ça dépend des gouvernements, ça dépend de tout, que tout le monde change. Ce qui est important, c'est aller dans ce sens-là et pas continuer à créer des dystopies. Est-ce que tu sais ce que c'est pour toi la prochaine étape? Quelle sera ta prochaine étape? Personnelle? Pour moi personnellement? Oui. Je suis en train de reprendre mon ancien métier de constructeur de roulotte, parce que j'ai envie de fabriquer plus de choses. Là, on vient de finir une formation d'apprentissage à travail de métal et la soudure, et je pense que je vais aller dans ce sens-là aussi, proposer des formations pratiques comme ça par rapport à comment fabriquer. Mon idée depuis 2000, quand je fais une espèce de conception pour l'évolution de la permaculture en France, parce qu'il faut voir, dans cette époque-là, elle était quasiment inconnue en France. Donc je fais une petite conception, la mise en place de certaines structures. Et puis par la suite, je commence à donner des formations, donc j'ai monté genre 10 ou 12 formations par an. Donc c'est des formations de 10 jours, un peu partout. L'idée c'était de former les gens à l'ingénierie, et que par la suite il y aura des personnes de référence dans tous les coins qui peuvent par la suite proposer ça à leur commune.
Et voilà, donc moi j'ai une formation en permaculture, je sais comment on fait les conceptions, comment organiser des données, où trouver des informations dont on a besoin, comment identifier les problématiques et par la suite que tout le monde dans la commune travaille ensemble pour faire pour reconcevoir leur commune, dans leur quartier, et puis par la suite faire la mise en œuvre. Et donc voilà, il y a plus que 3000, 4000 personnes qui ont suivi les formations avec moi maintenant, donc ils sont tous là. J'espère qu'ils sont disponibles pour ce type d'évolution, de transition. Donc je vais continuer à faire ça. Cette année aussi, je vais travailler dans d'autres pays aussi. Donc je fais le minimum possible parce que pour la plupart du temps, ça demande que je prends un avion et je n'ai pas envie. Et là, par exemple, je vais donner une formation en Guinée, mais c'est par Internet. Bon, ça change. Et l'objectif depuis tout ce temps, c'était de former autant possible des gens sur place qui prennent le relais, et ils n'ont plus besoin de moi. Donc c'était vraiment une priorité. Donc pendant quelques années, j'ai beaucoup voyagé afin de lancer des projets, afin qu'il y ait des associations qui se créent, qu'il y ait des gens sur place qui sont formés. Et après, ils n'ont plus besoin de moi. Et moi, je reste à la maison, je m'occupe de ma forge, mon tour à bois, construire les roulottes, choses comme ça. Et là, il y a encore une petite étape à faire dans certains pays. Mais voilà. Donc autant que je peux, maintenant, je vais faire ça par Internet. Ouais, je sais que c'est l'énergie, mais c'est quand même mieux que prendre un avion. O zaman değişebiliriz. Herkes başlasın 1, 2, 3, 4, 5 diye saymaya. Sonra böyle 1, 2, 3, 4, 5. Herkes biri birbirini bulsun. İkisi birbirini bulsun. Nasıl olsa birbirini tanımıyorlar Seda. What we do is grab the groups. Yapacağımız şey şu. Là, ça fait pas trop d'origine quand même. İlk önce biz alana plan görünüşünü, yani üstten bakmak istedik. Böyle bir planımızı çizdik. Burası giriş kapımız. Burası o metal hani depoya inen taraf ve burası da balkon. Üstten baktığımızı düşünüyoruz. On va faire des réserves d'eau. On a peut-être 4 lieux de base. Enfin, il y a la placette, il y a ici, même si c'est pas vers Germain, il y a le jardin mobile qu'on va aller voir, et puis il y a le jardin partagé qui s'appelle Commun Jardin. Après il y a d'autres lieux mais un peu plus loin, quoi. Mais là l'intérêt c'est que tous ces lieux ils sont en réseau et ils se complètent.